Mais bonjour tout le monde. Alors moi, juste quelques mots. Mon rôle, c'est pas comme tout à l'heure François Jarreau, moi, c'est juste de donner la parole, de dire aussi, comme tout à l'heure, que si les questions auxquelles on ne répondra pas, si on n'a pas le temps, il y aura des réponses, on s'y engage par écrit, vous pouvez les poser. Dire que on va suivre l'ordre alphabétique pour les prises de parole. Le premier, c'est Jean Fabre, qui s'excuse, je me prie de l'excuser, qui a un empêchement, mais qui a écrit un petit texte que Corinne va lire, ça va prendre très peu de temps. Pour Jean Fabre, inspecteur général, soutien fidèle de la première heure de notre mouvement. J'y vais? Oui, oui. Donc bonjour à tous, je suis très honorée de lire le texte de Jean Fabre, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et je vais essayer de le lire le mieux possible. Depuis des années, André Antibi, professeur émérite à la Faculté des sciences de Toulouse, se bat pour améliorer notre système éducatif. Observateur avisé de notre institution, il a su mettre en exergue certains dysfonctionnements, mais surtout il propose des solutions pour y remédier. Ces solutions sont simples, peut-être trop simples, dans un système qui pêche souvent par excès de zèle dans la complexité. Cette réussite donne toute la crédibilité à André Antibi lorsqu'il pointe encore un dysfonctionnement dans la façon de présenter la connaissance. Une tendance qui se généralise à toutes les disciplines consiste à donner du sens lorsqu'on introduit une notion nouvelle. Et souvent, cela conduit à des circonvolutions hasardeuses. En tout cas, cela théorise la présentation et alourdit les livres qui, en général, consacrent beaucoup de place à ce type de présentation. Il est souvent préférable de faire l'impasse de la recherche du sens pour arriver directement aux applications. C'est une autre façon de donner du sens qui, en général, intéresse davantage les élèves. Depuis des années, je soutiens André Antibi avec fidélité et admiration. Son approche des causes qu'il défend est novatrice et elle bouscule les inerties et le lourd conformisme de notre institution. Je souhaite qu'il réussisse et gagne le difficile combat qu'il mène. Jean Fabre. Voilà, alors maintenant, la parole est à Bruno Geoffroy, inspecteur général. Je voudrais faire une présentation de participants à cette table ronde. Il y a Gérard Loton, dont j'ai déjà parlé, secrétaire de l'association. Jacques Moisan, ancien doyen d'inspection générale de mathématiques. Corinne Ottomanico, première expérimentatrice du système d'évaluation par contrat de confiance en France. Nathalie Sayac, directrice de l'INSPE de Rouen-Normandie. Alors, voilà, j'ai oublié un truc, voilà, il faut faire très attention. Mais enfin, elle est directrice et on est fiers de l'avoir dans notre conseil d'administration. Félicitations, Nathalie. Et Claude Tran, qui parlera donc à la fin, c'est l'ordre alphabétique, qui est ancien président de l'association Inversons la classe et qui nous a aidé considérablement, pas seulement ce colloque, tous les colloques, il est présent, il nous aide. Un énorme merci, Claude. Voilà. Alors, Bruno, la parole est à toi. Bien, merci beaucoup, André. Et merci surtout encore de nous amener à réfléchir sur une problématique nouvelle, essentielle, évidemment, comme les autres. Je crois qu'on peut dire que ça interroge beaucoup de monde de savoir ce que veut dire donner du sens. Et donc, on va essayer d'en discuter un petit peu. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut donner du sens, mais peut-être pas sur le même temps. La chronologie de l'apprentissage peut être pensée dans deux extrêmes. Évidemment, on donne le sens d'abord et puis on donne les outils ensuite pour travailler derrière, ou pile le contraire. Évidemment, la solution, c'est sûrement ni l'un ni l'autre. On l'a dit tout à l'heure, le passage d'un extrême à l'autre, ce n'est jamais bon. Et chaque fois qu'on réfléchit à mettre en place de nouvelles pédagogies, on a un peu tendance à mettre le curseur à l'autre bout des réglages possibles, et puis on le ramène un peu en arrière, et puis on le remet un peu en avant, et puis on finira un jour par trouver
la bonne position, mais sur cette problématique-là, à savoir donner du sens, on n'en est encore qu'au deuxième coup. Donc, il va falloir encore jouer un peu du curseur. Voilà. Et très vraisemblablement de manière différente, suivant les publics, suivant les niveaux, bien sûr. Tout à l'heure, j'entendais dire que des professeurs, et j'en entends beaucoup, hein, se plaignent que les programmes étaient trop lourds. Bien sûr, quand on veut trop bien faire, hein, le mieux est l'ennemi du bien, bon, ça a été dit tout à l'heure déjà, si on est perfectionniste, on va vouloir passer trop de temps pour chaque chapitre, pour chaque thématique, et on ne va pas pouvoir boucler son programme. Ça ne va pas, il faut s'organiser un peu. Un professeur débutant, évidemment, va avoir des difficultés à régler bien son timing, et avec quelques années de pratique, il va arriver, évidemment, à pouvoir traiter tout correctement, avec du sens donné à un moment ou à un autre. Et peut-être que aussi ce sens, il viendra qu'un peu plus tard. Alors, bon, avant d'entrer dans des détails trop techniques, je voudrais quand même faire avec vous une petite expérience ou deux. Tout d'abord, je vous pose une question à tous, là où on est une centaine. Je vous demande tout simplement combien font 7 fois 8. Voilà. Je laisse passer une seconde, ou deux, ou trois. Je ne vous demande pas la réponse, hein, vous l'avez dans la tête. Certains d'entre vous, certainement, du tac au tac, ont eu la réponse. D'autres hésitent encore un peu, et puis j'espère que la plupart ont trouvé au bout de 2-3 secondes. C'est un réflexe, alors ce n'est pas un réflexe conditionné, hein, c'est un réflexe pas du tout pavlovien, mais évidemment un réflexe qu'il faut acquérir. Sinon, on ne s'en sort pas quand on a besoin de faire des calculs mathématiques. Vous me donnerez la réponse plus tard si vous voulez. Ceux qui n'ont toujours pas trouvé que ça faisait 56, je m'inquiète un peu pour eux. Mais autrement, je veux vous montrer avec cet exemple que si on essaye de donner du sens à la question, je ne sais pas moi, aligner 7 colonnes et 8 lignes pour voir comment on pourrait dénombrer ça de manière astucieusement, on perd du temps, on ne s'en sort pas, et les questions de ce genre-là peuvent se multiplier, on ne va pas y arriver. Il faut avoir appris par cœur, voilà, comme les gammes au piano, comme les techniques de saut ou de chute ou de course des sportifs. Il faut de l'entraînement. Là, on ne peut pas y échapper. Un autre exemple, alors plus physique celui-là, que vous pouvez faire maintenant, une petite expérience. Je vais vous demander tout simplement de toucher avec votre main un objet qui est plutôt en bois ou en carton ou en papier qui est autour de vous, et puis un autre objet à côté qui serait plutôt métallique. Voilà, vous touchez avec vos mains, et puis vous me dites lequel est le plus chaud et lequel est le plus froid, tout simplement. Tout le monde peut faire ça, je suis sûr, chez lui. En principe, ces objets-là sont côte à côte depuis des heures, voire des jours. Et donc, je vous assure qu'ils sont à la même température. Il n'y en a pas un qui est plus chaud ou plus froid que l'autre. Et pourtant, l'objet en bois a l'air d'être plus chaud que l'objet en métal, parce qu'en réalité, et il faut donc donner du sens à ces mots chaud et froid, ces sensations viennent du transfert thermique, de ce qu'on appelle la chaleur, hein, plus communément, et pas du tout de la différence de température entre les objets. Vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est exprès. Je prends cet exemple qui est pourtant de la vie de tous les jours et qui est très simple, mais je vois mal comment arriver à donner du sens à ces subtilités physiques à un élève d'école primaire. Ça va être impossible. On va accepter de sa part qu'il dise c'est chaud, c'est froid, alors qu'en réalité, c'est à la même température. Pour un élève de collège, on peut commencer à lui faire réfléchir un petit peu. Et puis, au lycée, je pense quand même qu'on peut donner les bonnes définitions avec le bon vocabulaire et arriver à donner donc du sens à ce qu'on appelle la chaleur. Et je suis sûr même que dans l'enseignement supérieur, même en physique-chimie, tout le monde n'a pas encore vraiment compris ce que ça voulait dire. C'est un peu subtil en réalité.
Il y a d'autres exemples bien plus compliqués en physique, comme par exemple l'intrication quantique qui veut que deux objets, alors des objets, hein, c'est beaucoup dire, on va prendre des corpuscules plutôt, semblent en tous les cas interagir à distance à une vitesse infinie, ce qui contredit évidemment les postulats d'Einstein. Bien sûr, qu'un système peut interagir avec un autre, mais il faut du temps pour ça. Hein, quand la lumière vient du soleil, il nous faut un peu plus de 8 minutes pour venir jusqu'à nous. Et c'est vrai que c'est très très rapide, que la lumière se déplace à une vitesse fantastique, hein, de 300 000 km par seconde, mais en réalité, ce n'est pas instantané. Et il ne dit pas que la physique quantique nous dit le contraire. Dans certains cas, il peut y avoir une espèce d'interaction, enfin c'est plus compliqué puisqu'on appelle ça une intrication, instantanée, mais vraiment instantanée. Donc on ne comprend rien, on ne peut pas donner de sens à ça, et beaucoup de physiciens disent tout simplement qu'ils ne comprennent rien à la physique quantique. Bon, ça pour dire que donner du sens, suivant le niveau, ça peut être difficile, voire impossible, ou au contraire très facile. Alors chaque fois qu'on pourra donner du sens en amont, pourquoi pas le faire au début du chapitre de temps en temps, donner un peu de sens. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, encore une fois. Et puis d'autres fois, il faudra d'abord se plonger dans des explications, voire des calculs, pour arriver à expliquer ce qu'est le sens d'un phénomène physique. Je prends ces exemples, vous avez compris que j'étais physicien. Voilà. Une solution qui est patente dans les nouveaux programmes là, depuis la réforme des programmes du collège, c'est ce qu'on appelle la spiralisation. C'est-à-dire qu'on a une approche progressive. On essaye de voir une première fois, par exemple en classe de 6e, et puis une deuxième fois en classe de 4e, et puis en seconde, et puis en première ou terminale. On revient sur le sujet, et à chaque fois, on donne un petit peu plus de sens. Si on parle parce que je vois que le titre là c'est réussite et confiance en plus de sens dans l'enseignement, si on se déplace un peu sur ce champ-là, évidemment ça va de pair. C'est quand le professeur aura su gagner la confiance de ses élèves qu'il réussira, c'est le cas de le dire, à les faire réussir eux-mêmes. Bien évidemment, ce n'est pas simple, mais s'il n'y a pas une relation de confiance entre l'enseignant et ses élèves, les élèves vont difficilement pouvoir réussir. Voilà. Donc, attention à cette notion de sens, essayons de la mettre progressivement en place. Suivant les situations, encore une fois, ça peut être une démarche plutôt inductive. En physique-chimie, on aime bien faire un petit TP, une petite expérience pour introduire un concept, ça va bien. On peut évidemment expliquer, montrer des vidéos, mais ça ne peut pas suffire à remplacer le cours qui va reposer peut-être sur un grand principe de la physique. On a la chance en physique, peut-être plus que dans d'autres disciplines, à avoir un nombre de principes absolument rigoureux que jamais personne n'a pris en défaut et qui sont en nombre assez raisonnable. Mais eux-mêmes, ces principes, comment leur donner du sens, comment les expliquer? En tout cas, on ne peut pas les démontrer. Donc c'est très très délicat. Il faut les admettre. On essaiera de comprendre au fur et à mesure. Il y a des formules très barbares comme rotationnel du champ électrique égale l'opposé de la dérivée temporelle du champ magnétique. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est du charabia. Et en réalité, ça explique tout ce qui est moteur électrique, générateur. Enfin, on s'en sert absolument tout le temps. Mais pour donner du sens à ce principe, parce que c'est un principe, personne ne peut le démontrer, du moins dans une version de la physique qui est utilisée actuellement en France, hein, ce n'est pas nécessairement la même approche partout, eh bien, il faut des années et des années de pratique. Impossible de donner un sens à cette formule qui est trop difficile à comprendre autrement. Il faut mettre en place tout un bagage mathématique. Vous savez qu'en physique, on utilise beaucoup les mathématiques et ça prend beaucoup de temps. Voilà.
Alors, du temps, moi, j'en prends peut-être un peu trop. Je laisse la parole au suivant et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourrez poser. Merci Bruno. Merci. Ben, le suivant, c'est notre ami Gérard Loton. Merci. Alors, lorsqu'il y a quelques mois, André Antivu a proposé que le colloque porte sur ce thème de donner du sens et sur le fait qu'on pouvait le faire à contre-emploi, j'ai été un peu perplexe. Et puis, ça m'a renvoyé à une expérience pédagogique d'il y a une quinzaine d'années auprès d'adultes de formation continue. J'avais voulu présenter l'exponentiel d'une façon un peu imagée. Je pense que ce n'était pas une mauvaise démarche. Donc, j'avais préparé mon exposé selon, comme le montre cette image, un joli chemin jalonné d'étapes. Et j'étais parti d'un modèle de croissance, un micro-organisme dont le nombre double d'un jour à l'autre. Que se passe-t-il au bout de 5 jours, 8 jours, etc. Jusque-là, tout va bien. Les élèves étaient très réceptifs, les étudiants. Et puis, avec une sorte de remords, je me suis dit, il faut pas donner tout de suite la fonction exponentielle, il faut faire découvrir petit à petit ses propriétés à partir d'un principe. Et donc, je me suis lancé dans un exposé un peu abstrait, avec des démonstrations, pour leur faire petit à petit aller vers cet objet-là. Et au bout du compte, je me suis aperçu que le chemin s'était mué en labyrinthe, c'est-à-dire qu'ils ne savaient plus très bien où on allait. Ils attendaient en réalité la définition, les propriétés d'une façon un peu brute, ce que j'ai fini par leur donner, bien entendu. Voilà, donc je me suis dit, il y a effectivement une problématique derrière cela. Merci pour la diapo, on peut revenir au reste. Alors, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit et ce qui a été dit auparavant, avant cet échange. Et ce que j'en retiens en quelques remarques très brèves, c'est la chose suivante. Comme vient de le dire Bruno Geoffroy, nous sommes des spécialistes en France du virage à 180 degrés. J'en veux pour preuve ce qui avait été fait à l'époque des mathématiques modernes, où il y avait eu une définition de la droite dans le plan, un objet géométrique relativement simple, qui prenait 10 lignes d'un hermétisme hallucinant, à tel point qu'elle était parue dans le Canard enchaîné. Bon, on avait perdu probablement une grosse partie, l'essentiel du sens qu'on aurait dû donner aux élèves pour cette géométrie-là. Alors, autre remarque qui a été très pertinente de Anne-Marie Romulus tout à l'heure, c'est une question de dosage. Mon exemple des micro-organismes n'était pas mauvais pour présenter l'exponentielle, mais j'en avais fait un mauvais usage. Et je ne l'avais pas introduit d'une façon la plus adaptée au public tel qu'il était. Peut-être qu'avec un public classe prépa, évidemment, ça aurait été tout à fait différent. Mais le public tel que je l'avais, d'adultes en formation, ayant un petit peu décroché par rapport aux mathématiques, n'était pas la meilleure façon de faire. Donc, il ne faut pas dire telle méthode, tel outil est excellent dans tous les cas ou est banni dans tous les cas. Il faut jouer sur une dialectique. Autre remarque, également de Bruno Geoffroy, la part de l'inductif et du déductif. Dans les années 70-80, la vogue structuraliste en philosophie et en sciences faisait qu'on donnait toute la part, une grosse part au déductif et on bannissait un peu l'inductif. Donc on s'obligeait à tout démontrer par le menu. Autre remarque, il me semble essentiel d'aller vers les comparaisons internationales pour voir comment fait-on ailleurs, qu'est-ce qu'on peut retenir des expériences. Par exemple, au Québec, il y a eu énormément de travaux sur cette question-là, du sens, et je pense qu'on aurait tout intérêt à s'ouvrir aux pratiques, aux méthodes en vigueur dans d'autres contrées. Et dernière remarque, ça rejoint une question que j'avais posée dans le cadre du colloque. Elle était formulée de la façon suivante.
en quoi, dans les programmes officiels, la partie qui est en marge dans la page, qui s'appelle « Compétences attendues de l'élève », pourrait-elle aider à construire du sens? Je pense que c'est quelque chose de prometteur qu'on n'a pas assez regardé, cette question compétences-connaissances. Voilà, et pour terminer, je renvoie à l'éditorial d'André Antibi, alors pas forcément celui qui est en ligne directement, mais celui qui date du mois d'avant, dans lequel il proposait une approche alternative pour essayer de donner du sens par rapport à tous les errements qu'on peut avoir, auxquels on est exposé. Et je crois qu'il ne faut pas se dévaloriser, il faut considérer qu'il y a dans la communauté éducative un très grand potentiel pour donner du sens au savoir. Merci. Merci Gérard. Alors maintenant, notre ami Jacques Moisange, ancien doyen de l'inspection générale de mathématiques et membre du bureau du mouvement contre la constante macabre. Jacques. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi j'ai commencé à enseigner les mathématiques au lycée à l'époque de l'introduction des mathématiques modernes dans les programmes. Bon, le programme était très abstrait et donc il était difficile de donner du sens. En tout cas, si on entend donner du sens, le fait de mettre en rapport ce qu'on enseigne avec, disons, l'expérience de la vie courante. Pourtant, après des débuts plutôt un peu difficiles, disons, pour les élèves, eh bien, ils ont adhéré à l'abstraction que je leur proposais et qui, a priori, n'était pas porteuse de sens. Donc, ce qui veut dire qu'on sait bien que les élèves, par exemple, qui sont par ailleurs des enfants ou des adolescents, sont capables de s'abstraire de l'expérience de la vie courante et, par exemple, dans le cadre de jeux, avec des règles qui n'ont pas grand-chose à voir avec les règles habituelles de la vie et d'y trouver non seulement un intérêt, mais même du plaisir. Bon, mais pour en revenir simplement à ce que je disais au début à propos des mathématiques modernes, c'est certainement l'abstraction même des mathématiques modernes qui a fait que, à cause de parents mal informés, non formés, ça a été jugé rébarbatif pour les élèves d'une manière générale et qui a entraîné effectivement ce que j'ai appelé le rétropédalage des années qui ont suivi et qui, pour les mathématiques, ont introduit le mot que je considère comme un totem, enfin l'expression donner du sens. Voilà. Alors en mathématiques, ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord, au lieu de commencer par l'introduction des concepts, commencer par des applications qu'on pense être familières pour les élèves et relativement simples, des expériences, disons, de ce qu'on appelle la vie courante. Motiver les élèves en leur montrant la nécessité d'avoir de nouveaux outils pour résoudre certains problèmes, et enfin, éventuellement, chercher, expérimenter sur des exemples pour essayer de développer des concepts généraux. Il y a quand même quelques obstacles à cette démarche. La première, qu'a souligné d'ailleurs le ministre ce matin, c'est est-ce qu'on est sûr que donner du sens pour le professeur et donner du sens pour les élèves a exactement le même sens? C'est-à-dire, est-ce que l'expérience du professeur et l'expérience des élèves est la même, puisque dans
en tout cas dans la signification qu'on entend à l'expression donner du sens que j'ai donnée tout à l'heure, c'est essayer de rattacher ce qu'on enseigne à l'expérience des élèves et pas seulement à l'expérience du professeur. Alors, dans ce qui est fait, ce qui a été fait pendant des années, on a vu se développer, en particulier dans les manuels de mathématiques, qui ont augmenté d'une manière significative, pour le grand bien d'ailleurs des éditeurs, entre parenthèses, on a vu se développer un certain nombre d'activités dites préparatoires qui, pour une leçon donnée, se sont multipliées. Donc, il y avait 2, 3, 4 activités préparatoires au détriment de l'enseignement des concepts eux-mêmes et au détriment aussi, dans certains cas, des applications. La démarche qui consiste à mettre les élèves dans une situation où ils ont un problème simplifié à résoudre en n'ayant pas encore les outils pour le faire, c'est-à-dire en essayant d'inventer, de trouver des stratégies pour résoudre ce problème, peut être intéressant dans certains cas, mais je ne vois vraiment pas pourquoi cet intérêt pourrait se manifester à tous les moments de l'enseignement des mathématiques. Je précise que je parle de l'enseignement des mathématiques parce que c'est ce que je connais et que je me garde bien de parler de ce que je ne connais pas. Alors, bon, moi je reste... Souvenons-nous que le but de l'enseignement des mathématiques, qui a été maintes fois proclamé, qui est rappelé dans tous les programmes, c'est apprendre à résoudre des problèmes. Apprendre à résoudre des problèmes, il me semble que c'est quelque chose qui est bien plus facile et bien plus productif, en ce sens productif et reproductible, quand on bénéficie d'une boîte à outils bien pleine et donc quand on a acquis auparavant les notions pour le faire. Pour terminer, je voudrais reparler encore de ma carrière et donc cette fois-ci de la fin où j'ai été en charge en particulier de participer d'une manière très active à l'élaboration des programmes de mathématiques. Une de mes satisfactions, ça a été l'introduction du calcul des probabilités au collège, en classe de 3e. D'abord pour une raison un petit peu pratique, c'est que ça faisait partie du corpus mathématique utilisé dans les évaluations PISA et que sans cette introduction dans les programmes, eh bien, nos élèves étaient déjà dès le départ défavorisés par rapport à cette évaluation. Et l'introduction au lycée de l'algorithmique, ce sont pour moi, si vous voulez, des parties de mathématiques qui sont les plus aptes à donner du sens au sens que, eh bien, c'est en rapport avec l'expérience que chacun peut avoir de tous les jours, la lecture des actualités, par exemple. Merci à tous. Merci beaucoup, Jacques. Maintenant, la parole est à Corinne Ottomani-Micro. Je rappelle qu'elle est membre du bureau du mouvement contre la constante macabre et qui a été, on peut le dire, au lycée, la première expérimentatrice du système d'évaluation par contrat de confiance. Bon, alors, bonjour de nouveau. Donc,
Donc là, je voudrais d'abord dire que je suis vraiment très contente de participer à cette table ronde-là, puisque le sujet est celui qui me tient particulièrement à cœur. Le thème me convient totalement. Donc, je suis professeure de mathématiques depuis déjà les années 78, donc je suis à la retraite, et je reconnais que j'ai beaucoup souffert des activités d'approche. Alors déjà, quand le prof souffre, je pense que les élèves souffrent. J'étais déjà pas convaincue moi-même quand je faisais les activités d'approche, systématiquement, une ou deux. Et en fait, ça a été, c'est venu de plus haut, on n'avait pas le choix, on les faisait, on les quand même, je dirais que quelquefois on les bâclait, par contre on les notait très très scrupuleusement et très bien dans le cahier de texte, vu que c'était, excuse-moi Jacques, mais c'est ce que les inspecteurs regardaient beaucoup, notre façon d'avoir introduit les notions. Donc, il y avait toute une part un peu d'hypocrisie, mais on est très obéissant et on faisait bien tous notre travail. En fait, les élèves, en voyant une activité d'approche, donc on est censé leur faire découvrir la notion à partir d'un contexte, d'une anecdote de la vie courante. J'ai beaucoup aimé l'anecdote des bidons d'Anne-Marie Romulus sur la route. Les élèves savaient très bien que de toute façon, le cours arrivait après. Il n'y avait aucune chance pour qu'ils découvrent la notion. C'était… Enfin, alors, je parle à mon nom, mais vraiment, on partageait tous cet avis-là. C'était très artificiellement amené. Et quand on arrivait enfin au cours, alors on devait souvent en faire deux. Donc, il fallait déjà se renouveler et aller chercher dans les livres celles qui étaient le moins difficiles. Donc, les élèves, en fait, attendaient comme nous patiemment le grand 1, grand 2, grand 3, les définitions et la présentation de la notion pour enfin se l'approprier, comprendre pour certains, pour les meilleurs, comprendre ce que l'activité d'approche était censée leur avoir amené. Et alors moi, j'ai toujours trouvé ça très, très artificiel. Et donc, je suis vraiment extrêmement contente de participer à la lutte, le nouveau combat d'André sur est-ce qu'il faut donner du sens à tout prix. Déjà, beaucoup d'élèves rencontrent un obstacle dans le contexte. Déjà, rentrer dans le contexte de la notion, si elle est… par exemple, moi, j'étais spécialiste des terminales ES. Les pauvres élèves, première et terminale, n'avaient que des problèmes et des exercices à base de contexte économique. Donc, il fallait déjà qu'ils rentrent dans le texte et dans ce que voulait dire l'énoncé. C'est une difficulté qui s'ajoutait après au fait de faire les calculs. Quand je passais en S, dans les livres de S, c'était beaucoup plus, donc des classes scientifiques, c'était beaucoup plus clair, calcule ça, calcule ça, calcule ça. Nous, on avait toujours un enrobage économique qui parfois était une difficulté supplémentaire. Et je pense que pour les petits, les classes de… J'ai fait 10 ans collège, c'est une difficulté pour tous ceux qui ont un peu de mal à comprendre les énoncés aussi rapidement que d'autres. Alors, je trouve que le rapport avec ce combat-là et le combat, donc avec le combat contre la constante Macam, puisque je l'ai rejoint très tôt, puisque une des premières, et j'ai eu la joie de mettre en place le PCC, donc l'évaluation par contrat de confiance, depuis 2005. Donc, comme le dit André, la première, je n'étais pas toute seule, mais en lycée. Bon. Et donc, dans toutes les classes, etc. Et la simplification de l'évaluation découle en fait de la simplification aussi de la présentation de la notion. En fait, si on accepte l'idée qu'on doit rester très modeste, présenter une notion simplement, en faisant très très vite des exercices d'application très simples, que les élèves surtout réussissent. Le mot, c'est vraiment que les élèves réussissent.
Ils réussissent, ils refont les exercices. La notion, ils se l'approprient. Ils ne savent pas forcément à quoi ça va servir, bien sûr, mais ils se l'approprient. Et ils sont très vite capables de l'adapter quand on leur propose un exercice avec un contexte, cette fois, de la vie courante. Je pense que pour moi, c'est le chemin est donc à l'envers de celui qu'on nous faisait faire. Présenter une notion simplement, immédiatement des petits exercices très simples que les élèves savent faire, surtout. Les premiers exercices doivent être des exercices que les élèves savent faire. Ils sont en confiance, pas de souci, on continue. Sans même s'en rendre compte, on augmente la difficulté. Le jour de l'évaluation, donc on leur a donné une liste, je rappelle l'évaluation par contrat de confiance pour ceux qui nous ont rejoints et qui ne sont pas forcément au courant. On donne une liste d'exercices, tous faits en classe, et le jour du contrôle, on extrait de cette liste, à l'identique, quelques exercices. Les élèves, sans s'en rendre compte, sont rentrés dans la notion, se l'ont appropriée, réussissent à la manipuler. Je rappelle que le plus important, à mon avis, c'est la réussite. Et l'élève, enfin, capable de l'utiliser, de comprendre pourquoi c'est intéressant, soit en économie, soit… Là, par exemple, les professeurs de sciences, c'est vrai qu'au niveau de ce qui se passe avec la pandémie, doivent se donner à cœur joie, parce que là, les exercices dans le contexte doivent être foisonnants, puisqu'on parlait beaucoup, nous, de maladies et de vaccins, mais sans savoir que ça serait un jour un contexte réel. Et je pense que donc les élèves, naturellement, se sentent capables d'utiliser la notion nouvelle dans un contexte. Mais une fois l'avoir digérée, se l'être appropriée et avoir réussi à la manipuler. Donc, je trouve très, très important et très urgent, à mon avis, de changer, pour moi, de changer l'ordre des choses. Voilà, je vous remercie. Merci Corinne. Nathalie. Alors, dis-le quand même, que tout le monde entende bien. C'est directrice de l'INSPE, c'est l'INSPE de… Normandie, Rouen, Le Havre. Normandie, Rouen, Le Havre, parce qu'en fait, il y a une autre INSPE dans l'Académie de Normandie, qui est l'INSPE de Caen. C'est que tu es professeure d'université et directrice de cet institut de formation. Bravo Nathalie. La parole est à toi. Merci beaucoup André. Justement, en fait, pour mon intervention, que je vais essayer de faire courte, j'ai besoin de me présenter. Et c'est vrai que ma double casquette, à la fois de didacticienne des mathématiques et alors aujourd'hui, effectivement, je suis directrice d'un INSPE, mais je suis engagée depuis plus de 20 ans dans la formation des enseignants. Ces deux casquettes-là me font parler, on va dire, par rapport au thème qui a été proposé pour cette table ronde. La question du sens, donc, qui est centrale pour ce colloque, en fait, a été soulevée de différentes façons. Et en fait, moi, je rejoins tout à fait Jean-Charles Ringard qui pense qu'il n'y a pas de sens sans savoir. Et ça, c'est ma casquette de didacticienne qui parle. Mais on n'a peut-être pas évoqué, en fait, le sens de l'engagement de l'élève dans l'école, enfin, dans ce qu'on appelle son rapport au savoir, et ce qui permet de lui donner de son sens à sa présence en tant qu'élève dans les différents établissements. Je pense qu'il faut distinguer ces deux sens-là, et puis peut-être en rajouter un troisième qu'on n'a pas évoqué, mais qui est pour moi extrêmement important à convoquer quand on veut parler de réussite des élèves, c'est celui du bon sens. On n'a pas évoqué le bon sens, qui est pour moi un sens qu'il faut souvent convoquer pour justement prendre des décisions et essayer de voir comment accompagner au mieux l'élève. Alors, j'ai essayé de réfléchir à comment effectivement articuler les questions de sens, confiance et réussite. Et la question de la réussite, en fait, elle m'intéresse grandement, puisque mes travaux scientifiques portent sur l'évaluation en mathématiques avec une approche didactique. Et pour moi, je ne conçois pas
de réfléchir, de travailler sur l'évaluation sans penser au bout à la réussite des élèves, puisque pour moi, évaluer, c'est vraiment un outil au service des apprentissages des élèves. Alors, quand on parle de la réussite du côté élève, en fait, il faut voir justement par rapport aux deux sens que j'ai évoqués, ce que ça représente. Est-ce que pour l'élève, réussir, c'est simplement donner la bonne réponse et j'irai même peut-être un petit peu plus loin, donner la bonne réponse pour avoir une bonne note ou pour faire plaisir à son enseignant ou pour faire plaisir à ses parents. Bref, quel sens ça a pour l'élève de réussir? Et je pense que c'est extrêmement important de se poser cette question-là parce que en fait, ça va impliquer de la part de son activité, eh bien, soit justement une connexion au sens du savoir convoqué dans l'évaluation qu'on lui propose, soit justement l'élève va essayer de réussir par d'autres moyens. Et c'est vrai que j'ai en tête, je me souviens d'élèves qui essayaient, pour répondre à une question, de se souvenir de ce qui s'était passé en classe pour pouvoir répondre correctement, alors qu'en fait, ils avaient simplement à réfléchir par eux-mêmes. Mais ils souhaitaient tellement réussir pour être en conformité avec les attentes, pour avoir la bonne note attendue, etc., que en fait, le sens de ce qu'ils faisaient était perdu. Donc moi, je crois sincèrement qu'il faut absolument engager l'élève dans ses apprentissages et dans l'évaluation de ces apprentissages. D'ailleurs, je ne dis pas évaluation des élèves comme souvent on le pratique. Je sais que je répète ça souvent, mais pour moi, c'est extrêmement important de penser que quand on parle d'évaluation, on parle de l'évaluation des acquis des élèves et pas de l'élève par lui-même. Parce que si on met bien les savoirs, si on fait porter l'évaluation sur les savoirs, eh bien quand le savoir n'est pas acquis, la faute, on va dire, ne pèse pas sur l'élève. Alors, après, il faut le travail de chercher justement pourquoi l'élève n'a pas acquis tel ou tel savoir. Mais en tout cas, on dissocie, en fait, on essaye de dépersonnaliser l'évaluation pour que la réussite ou l'échec ne soit pas imputé à l'élève et qu'il ne s'en sente pas responsable. Donc, je crois fortement justement à l'implication de l'élève. Donc, je sais que on a été évoqué l'auto-évaluation, qui est vraiment une entrée qu'il faut pratiquer, qu'on pratique très très peu en France. En réalité, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis persuadée que cet engagement-là, en fait, est gage de réussite. Il y a également, en fait, donc, pour parler d'engagement d'élèves, il y a évidemment le PCC proposé par André, qui permet vraiment à l'élève de s'engager par rapport au savoir qu'on va lui proposer et pour lequel il va être évalué. La question de la réussite, elle se pose aussi, pour moi, du côté de l'enseignant. Parce que pour valider une production d'élèves, pour considérer que l'élève a réussi dans ce qu'il a produit, il faut aussi avoir les outils, avoir les connaissances nécessaires à reconnaître ce que l'élève a produit, à l'analyser. C'est Romain qui parlait d'interpréter, que les enseignants devaient interpréter ce que produisaient les élèves. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. J'avais deux petites productions d'élèves à proposer. Voilà. Cette première production, en fait, si on la regarde bien, donc on demande à l'élève d'écrire les nombres suivants. Ça a été proposé en CE1. Et puis, l'élève propose pour 10, il écrit 11 en chiffres. Pour 98, il écrit 99. Bon, bref, vous voyez aussi bien que moi. Merci beaucoup de pouvoir présenter ce schéma. Et la réponse qu'il a eue de la part de l'enseignant, c'est on barre, c'est-à-dire c'est faux. L'enseignant qui, alors peut-être qu'il y avait des tas de copies à corriger, mais il attendait pour 10 un 1 et un 0, enfin 10 en chiffres, etc. Or, l'élève, en fait, a interprété le mot suivant comme étant consécutif. Donc, on pourrait considérer qu'il n'a pas réussi, puisque de toutes les manières, on a refusé, on lui a donné un signe de non-réussite.
Pourtant, moi, je trouve que l'élève a parfaitement réussi, même au-delà de ce que l'enseignant avait proposé, puisqu'il a été capable, en fait, d'aller au-delà. Alors, pour l'élève, en fait, si vous voyez bien qu'il, du point de vue du savoir, il a réussi, il a acquis le savoir nécessaire à celui qui était évalué. Il n'empêche qu'on lui renvoie quelque chose de négatif. Donc, du point de vue de sa confiance, du point de vue du sens qu'il a, des apprentissages qu'il a acquis, il va certainement se remettre en question et là, le flou va s'installer qui peut être très préjudiciable pour l'élève. Un autre exemple que je peux vous donner, alors je vais essayer d'être brève. Hein. Voilà, c'est un problème qui m'a beaucoup interpellée parce que je ne sais pas si vous avez le temps de le voir, mais c'est un problème assez classique dans l'absolu. Mais en fait, les enseignants avaient en tête que la réponse de l'élève qu'il devait mettre dans le petit cadre, c'était une addition posée et puis qui fournirait donc le résultat de 80 élèves, qui est un excellent résultat. Seulement, l'élève a utilisé une procédure qui n'était pas usuelle, qui n'était pas celle attendue. Et du coup, bref, au moment de l'analyse de cette production d'élèves, et c'était dans une situation de recherche collaborative, je faisais intervenir les enseignants et en fait, il y a des enseignants qui ont considéré que c'était faux, que la réponse de l'élève n'était pas celle attendue. Donc, ça m'a assez interpellée et du coup, j'ai en formation l'année dernière proposé à tous mes étudiants donc en M2 qui étaient alternants, donc qui avaient réussi le concours, qui étaient professeurs stagiaires, je leur ai proposé ce problème-là en leur demandant combien de points vous attribueriez à cette production d'élèves et de justifier. J'ai été extrêmement surprise de voir que seulement 2/3 de ces stagiaires attribuaient le maximum de points à l'élève et d'autres allaient jusqu'à attribuer 0 point. Et il y a même un retour que j'ai eu où l'enseignant stagiaire disait je ne comprends pas ce que l'élève a mis, donc je lui mets 0 point. Donc voilà, je veux pas, par ces deux exemples, je ne veux surtout pas remettre en cause le travail des enseignants qui est difficile et qui est indispensable. Il n'empêche que je reviens sur mon autre casquette, celle de la formation des enseignants. Et ce en quoi je crois, moi, c'est qu'effectivement, il faut mieux former les enseignants. Il faut mieux former les enseignants de manière à ce qu'ils aient les savoirs minimum, un seuil minimal de savoir pour pouvoir justement enseigner, mais pas seulement. Pour moi, ce qui importe, puisque vous avez vu là que les savoirs convoqués dans les deux productions que j'ai montrées, c'est des savoirs que tout le monde a. Donc, l'entrée, c'est pour moi plutôt d'augmenter l'entrée didactique, l'entrée analyse des productions des élèves, l'entrée de questionnement sur le savoir en jeu, quel qu'il soit, puisque là, c'est en maths et c'est d'un niveau assez bas. Et je crois indispensable aussi que on forme les enseignants non pas à des méthodes, parce que des méthodes, on en a parlé, il y a des modes, il y a ceux qui adhèrent complètement, ceux qui sont totalement réfractaires. Pour moi, c'est plutôt en fait les amener à être confrontés à différentes approches, on va dire, et leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à faire des choix fondés pour leur enseignement, pour la réussite de leurs élèves. Et pour moi, ça passe par une initiation à la recherche renforcée en formation des enseignants, avec des approches plurielles proposées de manière à ce que les enseignants puissent être en capacité de faire la part des choses. Pour finir, je reviendrai donc sur l'idée de réussite qui est pour moi liée à la confiance qu'on accorde aux élèves. Vous avez été plusieurs à souligner que pour certains élèves, il y avait des difficultés, il y avait la nécessité d'être plus explicite et je rejoins complètement
ce point-là, mais je dirais attention aussi aux dérives qui est de considérer que l'élève qui est qui est en éducation prioritaire ou qui est dans une situation défavorisée n'est pas forcément capable de réfléchir aussi bien qu'un autre élève. Donc attention aussi parce que cet écueil, je le rencontre très souvent, à la baisse des exigences que l'on peut avoir vis-à-vis de tous les élèves. Et la question de la confiance qu'on accorde aux élèves et la confiance qu'on accorde aux enseignants pour les faire réussir est extrêmement importante de mon point de vue. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez parce qu'on ne me voit pas, mais vous m'entendez. Merci beaucoup, Nathalie.